Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours d'histoire sur le chapitre 9, Refonder la République et la démocratie de 1944 à 1947. Et tout d'abord, nous allons commencer par la correction de l'étude de documents qui étaient à faire. Alors, tout d'abord, on nous demandait finalement de classer les objectifs du CNR en 3 catégories en utilisant ce document 1. Alors, comme il y a des sous-titres, on va peut-être pouvoir les exploiter justement pour faire nos catégories, c'est-à-dire économique, social, et là, voir ce dont il en ressort pour la partie 4. Alors tout d'abord, lisons ce programme. Les représentants des mouvements, groupés au sein du CNR, proclament qu'ils sont décidés à rester unis après la libération, afin d'assurer l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Article 5, afin de promouvoir les réformes indispensables. Sur le plan économique, l'intensification de la production nationale, le retour à la nation, c'est-à-dire la nationalisation, le fait que des entreprises privées deviennent propriété de l'État. Donc le retour à la nation des grands moyens de production, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Sur le plan social, le droit au travail et le droit au repos, un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. Programme du Conseil national de la résistance le 15 mars 1944. Donc au moment où ce programme est décidé, la France n'est pas encore libérée. Le débarquement en Normandie, c'est en juin. Donc certes, les Alliés sont en train de progressivement remporter de nombreuses batailles sur les Allemands, mais à ce moment-là, la France est encore occupée. Donc c'est pour ça que ce sont les résistants qui font ce programme avec cette idée. Là, nous sommes d'opinions politiques différentes, mais nous avons un même ennemi, c'est la France de Vichy et l'Allemagne. Mais après la guerre, il va falloir que l'on reste unis et que l'on arrive à mettre ensemble une politique cohérente. Alors cette politique, on va la résumer en 3 parties. La première, c'est le rétablissement de la République. Et un principe républicain fondamental, c'est l'égalité de tous devant la loi. Tous les citoyens ont les mêmes droits et ont les mêmes devoirs. Et ça, c'est en rupture avec, par exemple, les lois antisémites du régime de Vichy qui privaient les juifs d'un certain nombre d'emplois et donc qui, de fait, ne respectaient pas l'égalité des citoyens devant la loi. Le régime de Vichy était un régime discriminatoire, très, très violent à l'égard des Juifs. Donc voilà, sur le plan politique, on restaure la République. Sur le plan économique, on veut nationaliser les entreprises stratégiques et redonner un poids économique à l'État. Et sur le plan social, défendre les droits des travailleurs, et notamment des droits des travailleurs les plus pauvres ou qui pourraient finalement avoir des problèmes de maladie. C'est ce qui s'est entendu là dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. Fournir un minimum finalement à l'ensemble de la population. Donc du coup, le CNR veut un retour de la République, un État qui s'implique dans la vie économique, qui possède des entreprises, et des réformes sociales venant en aide aux plus démunis. Maintenant, document 2, montrer que la 4ème République est une démocratie. La démocratie, elle repose sur 2 principes. Le fait que le pouvoir soit dans les mains des citoyens. C'est-à-dire qu'on est dans une démocratie si les citoyens peuvent voter. C'est ce qu'on appelle une démocratie représentative, c'est-à-dire les citoyens votent pour des gens qui les représentent. Mais en fait, le pouvoir, les représentants, c'est-à-dire que ce soit les députés à l'Assemblée nationale ou le président de la République, ils n'ont pas le pouvoir en soi. Le pouvoir, il appartient aux citoyens et les citoyens leur confient pour une durée déterminée qui est la durée de leur mandat. Et donc là, on voit bien que les électeurs et les électrices, puisque pour la première fois les femmes peuvent voter, eh bien sont eux qui élisent
finalement, l'Assemblée nationale et à travers les conseillers généraux et municipaux, le Conseil de la République qui est un peu l'ancêtre du Sénat. Donc du coup, le pouvoir législatif, Assemblée nationale, même à cette époque, elle s'appelait l'Assemblée constituante, mais on va simplifier. On va dire Assemblée nationale et le Sénat, eh bien, est élu par les citoyens, qui eux-mêmes ensuite élisent le président de la République. Sous la 4e République, le président de la République n'est pas élu directement par les électeurs. On va le voir dans le prochain chapitre qui va traiter des années 50 aux années 80. Notre système politique, il a beaucoup changé. Regardez, là, c'était les hommes et les femmes de plus de 21 ans. Maintenant, il faut seulement avoir 18 ans. Maintenant, on peut voter pour le président de la République au suffrage universel. Bon, beaucoup de changements, mais quoi qu'il en soit, on voit bien que à la base de la base de la base, sont les électeurs qui ont le pouvoir puisqu'ils votent pour un pouvoir législatif qui lui-même vote ensuite et élit le pouvoir exécutif. Et on voit que il y a aussi une séparation des pouvoirs. J'ai dit la démocratie, elle repose sur deux choses. Le pouvoir aux mains des citoyens et la séparation des pouvoirs. Celui qui a le pouvoir exécutif, le pouvoir de la République, le pouvoir du président de la République et du gouvernement, ceux qui décident, ceux qui agissent, qui prennent les décisions à l'instant, eh bien, eux ne doivent pas être les mêmes que ceux qui font les lois. Parce qu'eux, ils sont juste là pour les appliquer, les lois. Donc il y a cette idée qu'en démocratie, le pouvoir exécutif doit être séparé du pouvoir législatif, qui doit être séparé du pouvoir judiciaire. Et là, on voit que c'est quand même assez le cas. Alors, quels droits reconnus par la Constitution sont mis en œuvre par la sécurité sociale? Il faut mettre en lien ces deux documents. Alors, lisons la Constitution de 1946. La Constitution, c'est le texte de loi fondamentale. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la Constitution en France. C'est-à-dire que la France ne peut pas voter une loi ou signer un traité avec un autre pays qui serait contraire à la Constitution. C'est impossible. Donc c'est pour ça que la Constitution, c'est très important. Et quand on change la Constitution, eh bien on change de régime politique. Si aujourd'hui on dit que nous sommes sous la 5e République, c'est parce que c'est la 5e fois qu'en République nous avons changé de Constitution. Et si demain on décidait de changer la Constitution, eh bien on passerait sous la 6e République. Alors que dit la Constitution de la 4e République? La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Chacun a le droit de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Et là, effectivement, on balaye cette discrimination qui était mise en place contre les communistes ou contre les juifs par le régime de Vichy. Toute entreprise dont l'exploitation a les caractères d'un service public national doit devenir la propriété de la collectivité. Ça, c'est les nationalisations. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Ça, c'est l'idée de la sécurité sociale. C'est-à-dire aider à l'individu et à sa famille à subvenir à leurs besoins élémentaires. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, les protections de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Qu'on assure l'assurance maladie, les retraites, la protection de l'enfance, etc., etc. Et voyez, cette affiche, je vous avais dit dans le cours précédent que la France, elle était dévastée à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et bien, il y a cette idée-là, c'est écrit « Fermons la porte à la misère », que la sécurité sociale, elle est là pour lutter contre la pauvreté. Dernier document, donc les droits reconnus par la Constitution sont mis en œuvre par la sécurité sociale. Eh bien, le droit à la santé, le droit au repos, en fait, ce que l'on retrouve surtout dans l'article 10 et 11. Quels sont les objectifs de l'État en devenant propriétaire de Renault? Alors là, on a une affiche de propagande qui montre que Renault a fait du bon travail depuis 2 ans. Alors pourquoi préciser depuis 2 ans? Mais cette affiche,
a été faite en 1947. Or, on voit en dessous là, en 1944, Louis Renault est accusé de collaboration. Ah, coquin. Et ouais, fallait pas faire copain-copain avec les Allemands, que tu. Et du coup, son entreprise est nationalisée par l'État en 1945. C'est-à-dire que, donc là, on a un double objectif de l'État. Le premier, c'est dans la logique de l'épuration, c'est-à-dire de punir ceux qui se sont rendus coupables de collaboration avec les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Et le deuxième objectif, c'est finalement posséder une entreprise qui a un intérêt stratégique. La construction de véhicules, c'est posséder finalement les moyens de transport, les moyens de se déplacer dans un pays, et c'est très, très important. Donc l'État veut avoir un poids dans l'économie de son pays, surtout dans des secteurs stratégiques comme les transports, et en plus punir ceux qui sont coupables de collaboration. Donc ça, c'était pour la première étude de cas. Alors la deuxième étude de cas, elle était très très intéressante parce qu'elle s'intéresse finalement à la place des femmes dans la vie politique depuis 1944. Donc c'est-à-dire depuis le fait qu'elles aient obtenu le droit de vote, parce que les femmes ont obtenu le droit de vote en France en 1944, mais n'ont pu l'exercer pour la première fois en 1945. Et qu'en est-il aujourd'hui? Alors, document 1 à 3, depuis quand les femmes peuvent-elles participer à la vie politique? Quels sont les arguments pour et contre ce nouveau droit? Les femmes peuvent voter depuis 1944, même si la première élection a eu lieu en 1945, c'est ce que l'on voit là. Et ici aussi, dans cette affiche qui appelle les femmes à voter. Quels sont les arguments pour et contre? Eh bien là, on a un argument qui est contre et là, un argument qui est pour. Regardez, ça c'est intéressant. L'argument qui est contre, l'idée c'est qu'il y aura 2 fois plus de femmes que d'hommes qui prendront part au vote. Pourquoi? Il n'y a pas 2 fois plus de femmes que d'hommes en France, c'est vrai, mais il y avait une part importante d'hommes qui étaient soit prisonniers de guerre en Allemagne à cette époque-là, soit ayant fait leur STO, c'est-à-dire le service du travail obligatoire en Allemagne, ils n'étaient pas encore rentrés. Donc du coup, comme les hommes n'étaient pas encore rentrés, ce député-là avait peur qu'il y avait un déséquilibre en faveur des femmes et que les femmes votent uniquement pour elles ou je ne sais quoi. On va voir que ça n'a pas du tout été le cas. L'argument en faveur, c'est quand il s'agit de jeter les femmes dans la guerre, est-ce que nous attendons? Sera-t-il toujours dit que l'on exigera de nos compagnes l'égalité devant l'effort de la peine, devant le sacrifice et le courage, jusque devant la mort sur le champ de bataille, et que nous mettrons des réticences au moment d'affirmer cette égalité? Alors ce qui est dit là et qui est assez intéressant, c'est que finalement, les femmes, notamment dans la résistance, se sont engagées et que du fait de leur engagement dans l'effort de guerre et même parfois dans la résistance, eh bien, elles méritent d'obtenir ces droits politiques. Alors, document de qui est représenté sur l'affiche, pourquoi ce choix? Eh bien, on représente une femme, on reconnaît les cheveux longs, le rouge à lèvres, les ongles qui ont été aussi maquillés, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter ce bonnet phrygien. Ça ressemble un petit peu à un bonnet de schtroumpf en rouge, mais en fait, c'est le bonnet phrygien qui est un symbole de la République. Alors, pourquoi la Phrygie, c'est une partie de la Turquie actuelle où il y a eu dans l'Antiquité une révolte d'esclaves. Et donc, du coup, la République française, au moment de la Révolution française, a pris ce symbole-là pour montrer que finalement le peuple était sorti de sa servitude, de son état d'esclavage sous la monarchie absolue, et réclamait des droits. D'où le fait qu'encore aujourd'hui, le bonnet phrygien est un symbole républicain fort. Et on a aussi cette cocarde tricolore, c'est-à-dire ces 3 fleurs, bleu, blanc, rouge. Donc là, en fait, on peut reconnaître Marianne. Marianne qui est l'allégorie de la République française. L'allégorie, c'est-à-dire celle qui symbolise. Donc Marianne est représentée sur cette affiche en train de voter. C'est une façon de montrer que Marianne représente la nation, donc autant les hommes que les femmes françaises, et que du coup, les femmes doivent faire honneur à cette figure de Marianne en s'engageant dans la politique et dans la vie de leur pays. Alors, quel était l'enjeu du débat en 1944? Quel est l'enjeu de nos jours? Alors, en 1944, l'enjeu était de savoir si les femmes devaient ou non avoir le droit de vote. Bon, ça a été résolu par la réponse oui, les femmes ont eu le droit de vote en 1944. Quel est l'enjeu, du coup, de nos jours? Ben là, il faut lire le document 4.
Depuis le 6 juin 2000, la loi impose aux partis politiques de présenter un nombre équivalent de femmes et d'hommes pour les scrutins de liste, élections municipales, régionales, européennes. La loi réduit également la dotation financière des partis qui ne présentent pas autant de candidates que de candidats aux élections au scrutin uninominal, c'est-à-dire là où on ne peut mettre que un seul candidat, c'est-à-dire les législatives et les cantonales. Des progrès ont été certes réalisés. La proportion de femmes dans les conseils municipaux était de 25% en 1995, elle est désormais de 48%, indique l'Observatoire de la parité. Donc, et ça c'est très intéressant, l'enjeu en 1944, c'est que les femmes puissent être capables de voter. L'enjeu en 2000, c'est que les femmes soient élues. Parce que si vous regardez là la proportion des femmes à l'Assemblée nationale, on remarque qu'elles sont quand même très minoritaires. Alors certes, on voit le graphique, on a une hausse, là, on a une hausse constante depuis 1973 jusqu'à 2012, en arrivant jusqu'à 27%. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, je crois, est autour de 30%. Donc, cette hausse continue. Mais comme il y a 50% de femmes en France, il devrait y avoir 50% de femmes à l'Assemblée nationale aussi, en toute logique. Or, on en est encore loin. Donc là, l'enjeu depuis 2000, c'est que les femmes soient aussi nombreuses que les hommes à être élues. Et comment ils le font? Eh bien, en faisant en sorte que sur tous les scrutins où vous devez présenter une liste de candidats, c'est-à-dire 20, 30, 40 candidats, comme sur les élections municipales qui ont eu lieu récemment, eh bien, vous soyez obligé de mettre une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. Qu'il y en ait autant et que vous répartissiez comme ça la place sur la liste. Et que les partis politiques, comme je ne sais pas, la République en marche, pour les élections législatives, s'ils veulent présenter 500 candidats pour 500 postes de députés, eh bien, s'ils n'en présentent pas 250 hommes et 250 femmes, eh bien, dans l'argent que l'État donne aux partis politiques lors des élections, eh bien, l'État leur retranchera une partie de cet argent-là, pour les inciter, finalement, ces partis politiques à présenter autant d'hommes que de femmes. Alors, le problème, c'est que certains partis politiques contournent un peu la chose, c'est-à-dire qu'ils mettent des femmes candidates dans des circonscriptions où ils savent qu'ils vont perdre, parce qu'ils font des scores faibles, et ils mettent les hommes dans des circonscriptions où ils font des scores beaucoup plus élevés. Et c'est ça qui va expliquer que, alors qu'il y a finalement maintenant dans les élections en France autant de candidates que de candidats, les femmes sont moins élues. C'est pas qu'elles sont moins fortes, c'est que les partis politiques les mettent moins en avant et vont plutôt les positionner sur des élections qui seront difficiles à remporter. Donc du coup, on peut dire, à la question 4, pourquoi la place des femmes s'améliore nettement à partir des années 2000? Eh bien, la loi sur la parité l'impose aux partis politiques de modifier leur façon de faire. Et effectivement, ça a eu un impact parce que le nombre de femmes élues, notamment à l'Assemblée nationale, a doublé. Néanmoins, ça reste encore insuffisant. Alors, effectivement, il n'y a jamais eu de femme présidente de la République en France jusqu'à ce jour. Il n'y a eu qu'à 2 reprises une femme première ministre. Donc, on peut dire que sur certains postes prestigieux, la représentation des femmes est encore très minoritaire. Il y a une exception, c'est ce qu'on voit sur le document 6, c'est la mairie de Paris. Paris, c'est quand même la capitale française, une ville mondiale très, très riche, très puissante, et qui est dirigée par Anne Hidalgo depuis 2014. Et c'est intéressant parce qu'en 2014, finalement, les 2 candidates qui s'affrontaient au second tour étaient 2 femmes. Et à l'heure actuelle, alors l'élection municipale à Paris est encore en cours parce que personne n'a été élu dès le premier tour, mais les 3 personnes les mieux placées sont Anne Hidalgo qui se représente pour la gauche, Rachida Dati pour la droite et Agnès Buzyn pour la République en marche. Donc là aussi 3 femmes. Donc quand même, on peut dire que les femmes sont de plus en plus présentes en politique, surtout à l'échelle locale, c'est-à-dire les élections municipales ou les élections départementales, mais qu'il y a une progression. Cependant, malgré cette progression, il reste encore beaucoup à faire. Alors, tout de suite, du coup, le cours
sur la deuxième partie du coup de ce chapitre, la restauration d'une république démocratique. Alors là, vous avez une photographie qui a été prise lors d'une réunion du Conseil national de la résistance. Donc en fait, le Conseil national de la résistance, on l'a vu précédemment, ça regroupe les différents groupes de résistance, qu'ils soient gaullistes, qu'ils soient communistes, qu'ils soient nationalistes, qu'ils soient chrétiens. Enfin, il y en a vraiment de toutes orientations politiques, on va dire. Et l'idée, c'est de préparer la libération et penser la France d'après. Et là, c'est assez intéressant parce que vous avez un homme où sur sa chaise, il y a un portrait. Cet homme, ce n'est pas n'importe qui, on l'a déjà vu, c'était Jean Moulin. Jean Moulin, qui était celui chargé par Charles de Gaulle d'unifier les réseaux de résistance en créant le Conseil national de la résistance. Jean Moulin a réussi dans sa mission. Le problème, c'est qu'il a été capturé par les nazis, il a été torturé et tué en 1943. Et ce qui fait que cet homme est une figure fondatrice finalement dans la France, c'est que déjà il a joué un grand rôle dans la résistance. Il a vraiment réussi à réunir des réseaux qui étaient très différents et qui avaient peu de chances de s'entendre jusque-là. Et surtout, même sur la torture, alors qu'il savait tout, il n'a rien dit. Donc, chapeau Jean Moulin, c'est vraiment une figure exemplaire de notre histoire. D'où le fait que même après sa mort, il continue à l'honorer et à faire en sorte qu'il reste parmi eux. Alors ce Conseil national de la résistance, il prévoit un programme politique pour penser l'après-Vichy. C'est ce qui est dit dans ce programme, finalement, et c'est ce que l'on a déjà vu parce que ce document, finalement, reprend ce que nous avons fait un petit peu avant. Alors ce qui est un peu intéressant, c'est de lire ce qu'ils disent avant. Vous voyez que il est quand même ouvertement engagé contre la France de Vichy et contre les nazis. Les représentants groupés au sein du CNR expriment leur angoisse devant la destruction physique de la nation que l'oppresseur hitlérien poursuit avec l'aide des hommes de Vichy, par le pillage, par la famine organisée, par la déportation d'ouvriers. Ils proclament qu'ils sont décidés à rester unis après la libération. Après, c'est ce que nous avons déjà vu, établir un gouvernement provisoire formé par le général de Gaulle qui défend l'indépendance politique, châtier les traîtres et ceux qui se sont associés à la collaboration, c'est-à-dire mettre en place l'épuration, et ensuite restaurer les libertés fondamentales, liberté de la presse, liberté de pensée, liberté d'association, l'égalité absolue des citoyens devant la loi, et mettre en place des réformes sur le plan économique et sur le plan social. Donc finalement, ce programme, il soit le rétablissement de la démocratie par l'établissement du suffrage universel qui est étendu aux femmes, la nationalisation de certaines entreprises et la mise en place de mesures sociales à travers la création de la sécurité sociale. Peut-être que vos parents vous disent « Ah, il faut que j'envoie tel papier à la Sécu ». La Sécu, c'est la sécurité sociale. C'est ce qui fait que, par exemple, une partie importante des soins en France sont remboursés par la sécurité sociale. Voilà, pour la médecine. Mais elle ne fait pas que ça. Elle fait énormément de choses. Donc ça, c'est le Conseil national de la résistance. Là, on est pendant la guerre. Au moment de la libération, De Gaulle, du coup, dirige un gouvernement provisoire qui s'appelle le GPRF, pour gouvernement provisoire de la République française. Alors, on voit que le gouvernement de la République française, il considère que le gouvernement de la France, c'est la République, et que cette République, elle n'a jamais cessé d'exister. Alors, en disant ça, attention, il ne dit pas que la France de Vichy était une république, mais il dit qu'en fait, la France de Vichy n'a pas représenté la France. Que ce n'était pas elle qui représentait la France, et donc, du coup, toutes les décisions prises par la France de Vichy, c'est-à-dire à la suite du 16 juin 1940, sont suspendues. Sont nuls et nuls d'effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires pris à partir du 16 juin 1940. Donc en fait, le gouvernement provisoire de la République française tire un trait sur la France de Vichy et veut reprendre les choses telles qu'elles en étaient en 1940 en réinstaurant la République. Alors, ce gouvernement, il est provisoire. Donc il entend diriger la France jusqu'aux premières élections,
et qu'ensuite ce serait un gouvernement démocratiquement élu qui dirigerait la France. Et il en profite pour restaurer les libertés fondamentales comme la liberté de la presse ou de conscience. Alors ce que l'on peut voir, c'est que du coup, lors de la première élection, en novembre 1945, certes les femmes peuvent voter, mais elles sont très peu nombreuses à être élues. Et 33 femmes élues pour 553 hommes. Donc les femmes sont très minoritaires, et donc quand on voit l'argument là du député en 1944 qui disait oui, les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes, ça va créer un déséquilibre, ben non, ça n'a pas créé un... Enfin, en tout cas, les femmes n'ont pas majoritairement voté pour d'autres femmes. Ça, c'est clair. Et ce qui est important aussi, c'est de noter l'importance des communistes, qui sont le premier parti politique français, parce que les communistes sont très engagés dans la résistance à partir du moment où l'URSS communiste a été attaquée par Hitler, mais qu'il y a finalement trois gros partis qui ont la grande majorité des voix, donc le Parti communiste français, le mouvement républicain populaire, plutôt de centre-droit, et la SFIO, c'est-à-dire l'ancêtre du parti socialiste associé au parti musulman algérien. Mais sachant qu'il y a 586 sièges de députés, pour avoir la majorité, il vous faut presque 300 membres. Et on voit que personne n'est à 300. Même en s'alliant, ils y seraient tout juste. Donc du coup, ça a demandé de faire des alliances entre partis, en disant oui, toi tu as un parti qui a plus de voix que moi, donc du coup tu auras un ministère, alors que moi j'en aurai 2, etc., etc. Donc du coup, ça a l'avantage de représenter plus fidèlement l'opinion politique française, qui a beaucoup de partis qui sont représentés, qui peuvent peser, mais ça a l'inconvénient de faire un régime assez instable où les gouvernements changent. Et ce qui est important finalement dans le nom des partis, regardez, il y a toujours, à part la SFIO qui existait déjà avant et qui a gardé le même nom, mais sinon dans tous les autres partis politiques, soit on a le mot républicain qui est mis en avant, cette idée vraiment, nous sommes la République, pour se distinguer de la France de Vichy qui elle s'appelait la Révolution nationale. Donc il y a ce mot de républicain qui est fort, et le mot de résistant. Vous voyez que parti communiste et républicain et résistant. Union démocratique et socialiste de la résistance. Donc du coup, voilà, c'est surtout les partis qui se sont engagés dans la résistance et qui le mettent en valeur qui arrivent à récolter des voix. Parce que les communistes français communiquent beaucoup, font énormément de propagande pour dire qu'ils sont le parti des fusillés, des partis de ceux qui ont donné leur sang pour la résistance, mais il n'y avait pas que des communistes, loin s'en faut, dans la résistance. Alors regardez, je vais vous montrer maintenant un petit peu, quand je vous parlais de l'instabilité des régimes politiques sous la 4ème République, ce qu'il en était. Regardez là, bon, je suis sur Wikipédia, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de fiabilité des sources. Néanmoins, je trouve ça intéressant de vous montrer la composition des premiers gouvernements sous la 4ème République. Alors, le tout premier gouvernement présidé par Charles de Gaulle à partir de 1944. Et vous voyez, bon, il dure 1 an. Et ce qui est impressionnant, c'est la coalition. Quasiment tous les partis politiques sont représentés dans ce gouvernement. Vous avez là la couleur finalement politique des différents personnels. Hein. Le rouge étant pour les communistes, le rouge clair pour la SFIO, etc., etc. Donc vous voyez que toutes les couleurs sont un peu représentées. Sauf que bon, les communistes considèrent que, alors qu'ils sont le premier parti politique de France, ils n'ont pas assez de postes. C'est vrai qu'ils n'en ont pas beaucoup, hein, ils ont seulement deux ministères. Et donc du coup, ils demandent un changement de gouvernement, parce que c'était tout à fait possible sous la 4ème République. Et là, vous voyez que le deuxième gouvernement dure 2 mois. Il dure 2 mois, si bien que finalement,
comme les communistes prennent trop d'influence, vous voyez que là ils sont quand même beaucoup plus nombreux, Charles de Gaulle démissionne. Il démissionne et on ne le reverra plus pendant un certain temps. En fait, on ne le verra plus pendant toute la période de la 4ème République. C'est-à-dire qu'il considère que cette 4ème République, finalement, elle est trop instable, que les partis peuvent la renverser à tout moment. Et pour cette raison, il se retire de la politique et ne reviendra au pouvoir qu'à l'occasion de la guerre d'Algérie et de la 5e République en 1957. Donc beaucoup plus tard. Mais regardez, continuons les gouvernements. Donc Félix Gouin qui le remplace, lui, il reste avec son gouvernement 4 mois. Puis Georges Bidault, 5 mois. Puis Léon Blum, 1 mois. Paul Ramadier, 9 mois. Puis un nouveau gouvernement, 1 mois. Puis Robert Schuman, 7 mois. Vous voyez bien donc qu'aucun gouvernement, André et Marie, 1 mois, jusqu'en 1948, n'est parvenu à rester plus d'1 an aux affaires. Donc on a une grosse instabilité politique. C'est-à-dire qu'il peut considérer qu'il y a un équilibre à trouver finalement entre la 5e République, où le président et son parti restent aux commandes pendant 5 ans et font ce qu'ils veulent à peu près, à peu de choses c'est ça la 5e République, et la 4e République, où les gouvernements tiennent entre 1 mois et 9 mois. Et donc ça aussi, hein, finalement, vous voyez, alors là pas mal. Pour Robert Schuman, là je dois avouer que lui, champion du monde, son gouvernement il a tenu 2 jours. Voilà. C'est 2 jours, c'est pas mal. 2 jours, voilà. Et donc il faut attendre 1948 pour que là, on ait un gouvernement qui tienne 1 an. Mais 1 an, quasiment tout pile. 1 an, 24 jours, puis après, hop, à nouveau, il est renversé. Donc, vous voyez bien une grosse instabilité sous la 4ème République, qui a néanmoins l'avantage d'être représentative. Vous voyez dans la coalition tous les partis qui sont représentés. Si on voit le fonctionnement de la 5ème République à l'heure actuelle, et bien dans la coalition, vous avez juste La République En Marche et le MoDem. Et c'est tout. Donc, voilà. La 4ème République, elle représente mieux la diversité d'opinions des citoyens, parce que les députés sont élus à la proportionnelle, et donc du coup, chaque force politique peut un peu peser sur les affaires, mais elle est assez instable. Et la 5ème République, c'est tout l'inverse. Elle n'est pas très représentative parce qu'il suffit d'être le parti présidentiel, le parti majoritaire, et en gros, vous arrivez très facilement à avoir le contrôle de l'Assemblée nationale et à faire ce que vous voulez ensuite pour tout le quinquennat, pendant 5 ans. Donc à ce niveau-là, elle n'est pas très représentative, mais par contre, elle a l'avantage de la stabilité. Donc pour résumer, le GPRF, gouvernement provisoire de la République française, dirigé par De Gaulle, s'inspire du programme du Conseil national de la résistance. Il rétablit la République, la démocratie et les libertés fondamentales. Pour la première fois, les femmes peuvent voter, mais elles sont très peu nombreuses à être élues. La 4ème République est un régime représentatif, où tous les partis politiques disposent d'un poids à l'Assemblée nationale et donc peuvent agir sur la vie politique de la nation, mais en revanche, c'est un régime instable. Pour cette raison, De Gaulle quitte la tête des affaires en 1947 et à partir de là, c'est un régime politique qui connaît une grande instabilité, un grand changement de gouvernement jusqu'à la guerre d'Algérie où là, cette instabilité rend la France ingouvernable et du coup, De Gaulle accepte de revenir au pouvoir, mais à une condition, que l'on change le régime politique, que l'on crée une 5ème République, où le président de la République, là, aurait beaucoup plus de pouvoir. Sur ce, prenez soin de vous, et dans quelques jours, nous terminerons du coup ce chapitre en voyant en quoi la 4ème République pose les fondements d'une République sociale.